Bonsoir Natacha Polony, journaliste et essayiste. Vous publiez avec le comité Orwell Bienvenue dans le pire des mondes aux éditions Plomb, où vous dénoncez le totalitarisme mou aux apparences démocratiques, totalitarisme imposé via le libre-échange. On va en parler. Gaspard Koenig, président du think tank, c'est-à-dire du club de réflexion Génération Libre. Enseignant, vous avez publié Les aventuriers de la liberté chez Plomb. Vous êtes parti à la rencontre de ceux et celles qui, à travers le monde, défendent la liberté à leur manière, des hackers, des citoyens, des chefs d'entreprise, des dissidents. Le mot liberté, pas le mot liberté, mais le mot libéral, puisque en fait François Fillon, il arrive et il dit « je suis libéral et je vais faire la rupture et je suis le candidat de la liberté, de la vérité, du choc ». C'est un gros mot en France, le mot libéral, Gaspard Koenig? D'abord, il faut se rappeler que ça ne l'a pas été pendant très longtemps. Le mot libéral, il est apparu au 19e siècle. Quand vous lisez le mot libéral sous la plume de Stendhal, ça veut dire, grosso modo, quelqu'un de bien, quelqu'un de progressiste, quelqu'un qui veut renverser les rentes, qui veut lutter contre les avantages acquis, qui veut en finir avec la vieille aristocratie. C'était ça, libéral, au 19e siècle. Et puis bon, pour toutes sortes de raisons, le mot a dégénéré. Mais la doctrine, la philosophie politique, elle reste. Est-ce que c'est François Fillon qui la défend, qui le représente aujourd'hui? Aujourd'hui, sur le plan économique, François Fillon est le premier homme politique de droite qui assume le mot libéral depuis, je pense, une cinquantaine d'années. Et ça, il faut le remarquer. Je pense que ça vient après. C'est pas, vous savez, Margaret Thatcher sortait de son sac à main le livre de Hayek en disant c'est ce à quoi il faut croire. Bon, c'est pas le cas de François Fillon. L'économiste Hayek. Voilà, je ne le soupçonne pas d'avoir un livre de Frédéric Bastiat dans son sac à main. Comme Alain Madelin l'avait et citait beaucoup Bastiat. Mais en revanche, par pragmatisme, il a compris que le pays était un point d'inflexion, que en effet, le pays est suradministré et surtaxé, et moi j'ajouterais il est surfliqué. Et du point de vue économique, il a un programme qui est aujourd'hui, dans les programmes classiques, un de ceux qui va aller plus loin et qui est assumé. Et ça ne veut pas dire que c'est un libéral, parce que sur d'autres plans, il est tout sauf ça. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on a tendance un petit peu aujourd'hui à confondre, quand on parle du libéralisme, en gros la bureaucratie et l'inflation des normes avec les régulations qui seraient nécessaires. C'est-à-dire que s'il s'agit d'en finir avec tout ce qui étouffe petit à petit l'initiative, la possibilité pour les individus d'agir, de créer, etc. Je pense que on voit dans toutes les études d'opinion que c'est ce que les Français attendent. Le problème, c'est que le libéralisme, ça ne se résume pas à ça aujourd'hui. François Fillon, pour vous, c'est le candidat libéral? Il est vraiment? Mais encore une fois, s'il n'est que libéral, enfin libéral au sens de l'ouverture du marché du travail, de la baisse des protections, ça va être catastrophique. En revanche, il semble qu'il ait plutôt amorcé quelque chose qui est une combinaison intéressante, c'est-à-dire plus de liberté à l'intérieur, mais une réflexion sur ce système libre-échangiste qui est une dérive du libéralisme et une dérive du capitalisme, c'est-à-dire la transformation d'un capitalisme entrepreneurial en un capitalisme financier qui ne fait que produire du capital par la spéculation. Vous voulez dire que finalement vous lui reconnaissez sa dimension séguiniste un petit peu sur l'Europe qui doit se protéger un petit peu, J'attends de voir, j'espère. Oui. J'espère parce que sinon on va en effet au-devant de lourdes désillusions. C'est vrai qu'après le Brexit et après Trump, certains diront que l'avenir n'est pas vraiment à l'ouverture des frontières et au libre-échangisme qu'on connaît. Pour moi, ce que ça reflète, c'est le chant du cygne de l'État-nation. C'est-à-dire que les derniers partisans des États-nations souverains, reposants, fondés sur des peuples homogènes, aujourd'hui ont peur et ils votent pour le Brexit, et ils votent pour Trump, et ils votent peut-être pour Marine Le Pen. Mais c'est leur chant du cygne, c'est pas le renouveau. Je pense que c'est le chant du cygne. Et justement, les gens que j'ai été rencontrer dans le monde entier sont des gens qui, pour moi, sont des avant-gardistes, sont à la pointe. Regardez ce que font les libertariens aux États-Unis, qui est un mouvement qui est en pleine expansion et qui se retrouve en Europe. Regardez ce que font les hackers à Berlin, ou d'ailleurs le Parti pirate en Islande, qui luttent de manière très intelligente contre la surveillance sur Internet. Regardez ce que font les entrepreneurs africains. Les entrepreneurs africains, vous n'allez pas leur parler de protection, de régulation, etc. Pour eux, c'est absolument vital de pouvoir entreprendre, pour avoir accès à l'information, pour avoir accès au marché, pour avoir accès aux richesses, pour créer de la prospérité. Quand vous êtes au Rwanda, je peux vous assurer que la zone de libre-échange avec l'Afrique de l'Est, il n'y en a pas un qui la conteste, parce qu'ils comprennent que c'est ça leur avenir. Et ils font des applis qui leur permettent d'avoir le prix du grain dans le village d'à côté. Personne ne conteste justement la possibilité d'entreprendre, le droit. C'est pas ça. On ne parle pas de ça. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a un chant du cygne des États-nations et de la souveraineté. Enfin, oui. Pardon, on va juste donner à peu près le sens des mots. Ça veut dire quoi la souveraineté? Le peuple souverain, c'est-à-dire qui décide de son destin.
en commun par une délibération politique. Ça s'appelle la démocratie. Alors, on peut être contre la démocratie. Vous savez que... Non, je pense qu'il y a de nouvelles formes qui vont apparaître. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est au contraire le chant du cygne d'un cycle qui s'est ouvert en 1971 quand les États-Unis ont décidé d'abandonner la convertibilité du dollar en or parce que ça les arrangeait plus. Ils ont fait ça de façon unilatérale et du coup, ils ont permis une financiarisation de l'économie qui ensuite a été largement favorisée par tous les sociodémocrates, Bill Clinton aux États-Unis, puis Tony Blair en Angleterre. Et ça donne quoi tout ça? Ça donne tout simplement un pouvoir aux multinationales qui sont en train de vivre en dehors des États-nations, donc en dehors des peuples. Et il suffit de relire la phrase de David Rockefeller en 1999 dans Newsweek. Il expliquait que du coup les gouvernements ne sont plus tout à fait aptes à gérer les choses et que le pouvoir privé est celui qui serait le mieux indiqué. C'est la fin de la démocratie, pardon. Oui, effectivement, c'est la transition vers d'autres formes démocratiques. Je pense que la démocratie qu'on connaît depuis 3 siècles est une démocratie représentative et que l'idée même de représentation à l'époque du numérique est en train d'exploser, y compris d'ailleurs dans le domaine du commerce, des services. Les gens veulent du sur-mesure. Et donc de la politique. Et la politique va prendre d'autres formes. J'ai été voir pour ce livre la manière dont les Suisses, par exemple, pratiquent la démocratie directe, de manière locale. Il y a beaucoup à apprendre de la manière dont ils fonctionnent. Et c'est un État-nation qui fonctionne. Non, mais justement, je parle des petits cantons. Justement, je parle des petits cantons. Oui, et maintenant, il y a des gens qui imaginent comment la démocratie liquide pourrait émerger de manière transfrontalière. Et en effet, je pense qu'on est en train on voit qu'on arrive à la fin de l'idée de peuple homogène. Et en France, c'est d'ailleurs une idée assez récente. Quand vous prenez des historiens comme Eugen Weber, vont vous dire qu'au XIXe siècle, finalement, l'identité française existait à peine. C'était dans les campagnes que les gens définissaient leurs identités, c'était par leurs relations locales. Et cette espèce d'État-nation qui a provoqué tant de désastres au cours du XXe siècle, moi je suis bien content qu'il disparaisse. Et cette souveraineté populaire, je dirais, moi la seule souveraineté qui m'importe, c'est la souveraineté de l'individu. Sur les États-nations qui ont provoqué des désastres. Et ça, c'est la liberté des modernes contre celle des anciens. Ce ne sont pas les États-nations qui ont provoqué des désastres. C'est la mondialisation qui a eu lieu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui aboutit à une lutte des intérêts allemands et des intérêts anglais et français sur des questions commerciales. On tourne encore une fois autour du libre-échange. C'est ça qui apporte les tensions et la guerre. Dans l'origine des guerres du 20e siècle, il y a quand même le rôle des États-nations. Ce ne sont pas les États-nations qui sont responsables des massacres, ce sont des guerres commerciales qui ensuite ont été continuées sous forme militaire. Je vous invite à lire les dernières réflexions de certains historiens là-dessus, d'ailleurs reprises dans le livre de Jean-Pierre Chevènement sur 1914-2014. On voit l'éclivage. Attendez, juste une chose. Le concept de société liquide, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que les malheureux qui, eux, ne sont pas dans le nomadisme, qui, eux, aspirent tout bêtement à rester là où ils sont, à préserver leur mode de vie, à préserver leur protection et leur façon d'être, et eux, ils peuvent crever. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se mettre en place par la sécession qu'opèrent les grandes métropoles vis-à-vis de leurs arrière-pays dont ils ne veulent plus parce que ce sont des ploucs et qu'on va vivre entre gens favorisés et gagnants de la mondialisation. C'est contre ça que les peuples aujourd'hui s'élèvent. Et ce ne sont pas des peuples homogènes, ce sont des peuples qui veulent être souverains. C'est pas du tout la même chose. Le mot de la fin, Gaspard Koenig. D'abord, je refuse cette idée que ce sont les perdants de la mondialisation qui aujourd'hui votent pour le Brexit ou contre Trump, etc. Quand vous prenez d'ailleurs, par exemple... Mais non, mais justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est quand vous prenez les niveaux de revenus, que ce soit pour Trump ou que ce soit pour le Brexit, ça ne se partage pas du tout sur les revenus. Et on ne peut pas dire que c'est le peuple qui se révolte. Les plus pauvres sont les minorités ethniques aux États-Unis, elles ont voté Clinton. En revanche, sur le reste, les classes moyennes votent Trump. Les gens vont se constituer des identités plus complexes, avec en effet des phénomènes de sécession, des phénomènes de semi-autonomie des métropoles comme des régions, comme du local, et en effet en s'affranchissant peu à peu du cadre trop général. Pour le plus grand plaisir de multinationales qui accumulent des milliards de dollars dans des paradis fiscaux, parce que c'est à eux que ça rapporte. C'est pas ce que vous voulez dire, parce que regardez, quand on va voir les hackers, eux vous proposent à Berlin les outils pour lutter contre, par exemple, la Merci beaucoup. Merci. Les aventuriers de la liberté, c'est chez Plon. Bienvenue dans le pire des mondes. C'est chez Plon aussi, le triomphe du soft totalitarisme. Gaspard Koenig, Natacha Polony. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le 21 2017 d'Alain Marchal. Tout de suite.